6 années. C'est le temps que les fans de One Punch Man ont dû attendre pour la saison 3 et voici le résultat. What the hell? Non, ce n'est pas un montage, c'est juste ce à quoi la série ressemble maintenant. Aujourd'hui encore, il est difficile d'oublier à quel point la première saison était incroyable. Et c'est normal, car elle a posé un certain standard sur la table. En la comparant aux autres, on a même l'impression qu'il s'agissait d'une toute autre série. Alors, que s'est-il passé? Comment cet animé qui nous a tous mis d'accord a-t-il pu sombrer au point où quand il apparaît quelque part sur internet, il n'est sujet que de moqueries? Dès les premières notes du générique, vous savez que vous allez vivre quelque chose de puissant. La série est arrivée sur nos écrans comme un coup de poing sur la figure. Les mèmes de Saitama étaient partout. Et les fans d'anime, tout comme les non-fans, étaient tous accros. Et ce n'était pas seulement à cause des combats, même s'ils étaient stylés et très épiques. C'était essentiellement parce que la série semblait nouvelle. Saitama n'essayait pas d'être le meilleur héros ou de gagner le respect de qui que ce soit. Il avait toute la puissance dont il n'aurait jamais besoin, mais à cause de cela, il ne ressentait rien. Et c'est justement ce twist qui a résonné avec les spectateurs tout en s'appuyant sur la comédie. Là où les animés shonen parlent de l'ascension, One Punch Man parle de ce qui se passe après avoir atteint le sommet. L'animation de la saison 1 était gérée par Madhouse, un studio qui n'anime pas seulement des combats, mais les font ressembler à des événements. Ce sont les mêmes qui nous ont apporté Hajime no Ippo, Hunter x Hunter, Death Note, Monster et Black Lagoon. Nous avons vu ce qu'ils peuvent faire, de la qualité, du ton et de la bonne animation, et c'est exactement ce que la saison 1 nous a délivré. Chaque bataille, que ce soit Saitama éliminant un kaiju d'un seul coup ou effrayant Genos en vaporisant une montagne, était absolument jouissive. Et les expressions faciales, les visages tordus par l'émotion, les angles de caméra qui tournoyaient comme des plans en prise de vue réelle, il y avait de l'impact dans chaque image. Avec le succès retentissant de cette première saison, le premier Blu-ray DVD a vendu environ 8865 copies, reflétant une forte demande et un enthousiasme pour l'anime. En juin 2017, le manga avait vendu 13 millions d'exemplaires imprimés. Ce nombre est passé à 20 millions d'exemplaires en 2019 et en avril 2020, la série avait vendu plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde, la consolidant comme une franchise majeure du shonen moderne. Tout ceci était le résultat d'un réalisateur qui croyait en la liberté donnée aux animateurs. Et ce réalisateur était Shingo Natsume, le même gars derrière Space Dandy. Et tout comme il l'a fait là-bas, il a rassemblé une équipe de rêve et certains des meilleurs animateurs de toute l'industrie. Vous aviez des gens qui avaient travaillé sur Akira, Full Metal Alchemist Brotherhood, Dragon Ball Z, Evangelion et même des vétérans du studio Ghibli. Sur environ 169 animateurs clés, plus de 120 n'étaient même pas de Madhouse. C'était des freelances, du personnel du studio Trigger, des légendes du studio Bones, tous affluant vers un seul projet parce que bien qu'ils respectaient Natsume, ils voulaient tout simplement participer à cette aventure. Et c'est ce qui rend la saison 1 si spéciale. Ce n'était pas juste du talent, c'était une collaboration. Et quand vous la regardez aujourd'hui, chaque image crie la personnalité de son animateur. Malheureusement, ce genre d'équipe ne dure pas éternellement. Ça fait presque 10 ans que la première saison a été diffusée et ces mêmes animateurs se sont dispersés à travers l'industrie. Natsume est allé réaliser Boogie Pop et Sonny Boy. Des animateurs comme Kenichi Oda et Yuta Kugai l'ont suivi là-bas, tandis que d'autres comme Ryu Nakayama sont allés réaliser Chainsaw Man. Kameda Yoshimichi a façonné le style de Mob Psycho et Yutaka Nakamura a continué son travail iconique sur My Hero Academia et Frieren. En d'autres termes, tous ces artistes qui composaient la saison 1 de One Punch Man étaient partis et ont laissé la série dans une position étrange. La passion qui la définissait autrefois vit maintenant à travers une douzaine de séries différentes. Et ça explique aussi pourquoi One Punch Man ne ressemblera plus jamais à ce qu'il était avant. Après la saison 1, l'impensable s'est produit. La saison 2 de One Punch Man n'était pas juste un pas en arrière, c'était une véritable trahison. Au lieu d'une suite solide, au plus grand animé de l'année 2015, ce que nous avons obtenu ressemblait plus à une coquille vide qu'à autre chose. Ce n'était pas juste une suite décevante, c'était le moment où One Punch Man a perdu son éclat et sa position comme l'un des animés les plus iconiques de la décennie. Madhouse était parti, le studio d'animation JC Staff est intervenu et c'était évident qu'il n'était pas
préparé du tout. On ne va pas se mentir non plus, JC Staff est véritablement un studio très compétent. Dans l'ensemble, ils ont produit de nombreux animés qui ont très bien réussi avec soin et avec l'attention aux détails qui les a aidés à se démarquer. Cependant, bien que cette attention aux détails soit visible dans Bakuman, Konosuba ou encore Food Wars, on ne peut pas en dire autant pour One Punch Man. Les mouvements étaient raides, les expressions étaient statiques, même l'étalonnage des couleurs semblait décalé, boueux, sans vie et terne. Les personnages qui autrefois débordaient d'énergie et de charme se tenaient maintenant comme des découpes en carton. Les moments clés qui auraient dû faire exploser Internet, comme les batailles de Garo ou l'introduction de nouveaux monstres puissants, ont été complètement sapés par les visuels médiocres. On parle quand même de One Punch Man, une série littéralement connue pour repousser parfois les limites de l'animation. La saison 2 n'a pas réussi à relever la barre. C'était peut-être parce que le récit était plus complexe ou peut-être que les épisodes avec beaucoup d'exposition les faisaient paraître plats. Quelle que soit la raison de son échec, elle n'a pas été à la hauteur des attentes établies par la première saison. Il y a un écart de 4 ans entre les deux premières saisons. Aujourd'hui, c'est un peu la norme, mais à l'époque, c'était long d'attendre aussi longtemps pour une nouvelle saison. N'est-ce pas Shingeki no Kyojin saison 2? Cependant, pendant ce temps, le buzz pour la série n'est pas mort. Au contraire, il est devenu encore plus fort. Les fans étaient prêts, Internet était prêt et tout le monde attendait avec une foi aveugle que tout ce qui viendrait ensuite vaudrait cette attente étonnamment longue. Je me souviens avoir vu le teaser trailer de la deuxième saison et j'ai vu Genos. La première chose que j'ai ressentie en regardant ce visuel était du dégoût. Le cyborg dynamique, élégant et brillant avait disparu, remplacé par un métal terne et boueux qui semblait ne pas avoir sa place là. La série ne ressemblait désormais plus à un projet passion, elle ressemblait juste à un contrat en cours d'exécution. Bien sûr, l'arc narratif était plus complexe avec la montée de l'association des monstres en arrière-plan et de nouveaux personnages comme Garo au centre de la scène. Mais au lieu de l'excitation, cela a plutôt engendré de l'ennui. Les enjeux semblaient flous et la plupart des gens ont cessé d'en parler en ligne, sauf de manière négative. Comment en est-on arrivé là? Maintenant, on n'en parle même plus. Le plus grand changement était évidemment le changement de studio. Et en même temps, les producteurs ne semblaient pas comprendre l'ADN même de la première saison. Le timing, l'ironie, l'exagération, même la narration était beaucoup plus faible. Des scènes qui traînent un peu trop longtemps, des combats qui coupent trop rapidement, et le résultat était une saison qui semblait décalée d'avec la première. On sent que les mêmes esprits créatifs qui dirigeaient la saison 1 avaient quitté le navire. La série avait été reléguée en seconde zone, au même plan que n'importe quel isekai saisonnier. La marque a pris un coup, non seulement parce que l'histoire n'a pas été livrée de la bonne manière, mais aussi à cause de la négligence de l'exécution. La communauté animée a cessé de se soucier de One Punch Man. Et c'est effrayant parce que ce n'est pas les gens qui détestent quelque chose qui tue une série, c'est le silence, le sentiment que la magie est partie et que la série ne s'améliorera pas. La saison 3 doit couvrir l'arc de l'association des monstres qui va du chapitre 86 au chapitre 170 dans le manga. Cet arc est considéré comme le sommet de la narration de One Punch Man. C'est là que des personnages comme Garo, Tatsumaki et même Saitama lui-même sont mis sous les projecteurs d'une manière qu'ils n'ont jamais été auparavant. En termes d'animation jusqu'ici, cette saison a été environ un 3 sur 10, bien que cela me fasse très mal de le dire. Le premier épisode a reçu beaucoup de critiques pour ses simples plans panoramiques et ses images fixes. Il y avait aussi d'autres exemples de baisse de qualité et d'animation saccadée, comme la marche de Garo au Super Black Brillant, le héros de classe S, qui a changé de tête entre la saison 1 et la saison 3. Dans la séquence d'ouverture de l'épisode 2, on a presque une minute entière de plans panoramiques, ce qui est vraiment une très mauvaise décision. Et ça ne s'arrange pas avec ce qui arrive plus tard dans le même épisode. Dans cette scène, même s'il y a des personnages qui courent en arrière-plan, les gens ne vont pas regarder ça. Ils vont regarder le personnage principal et il a cette animation de glissement qui semble sortir tout droit de PowerPoint. One Punch Man est un manga incroyablement détaillé et bien écrit. Donc, je comprends parfaitement pourquoi les gens sont contrariés. Même s'il est quasiment aussi bien animé que beaucoup d'autres séries saisonnières, il s'agit quand même de One Punch Man. Et la plupart des gens s'attendaient à ce qu'il soit bien animé afin qu'il offre quelque chose de nouveau aux lecteurs du webcomic et du manga. Mais aussi contre-intuitif que ça peut paraître, le studio d'animation n'est absolument pas à blâmer. Il faut plutôt s'en prendre au comité de production.
Un comité de production est un groupe d'entreprises qui décide ensemble de financer et de superviser la création d'un animé. Plutôt qu'une seule société qui paie tout, plusieurs mettent de l'argent et se partagent les droits, les revenus et les décisions. Pourquoi un tel système existe? Parce que déjà, produire un animé coûte très cher, souvent plusieurs millions de dollars, mais comme un animé peut ne pas être rentable, le risque est grand. Le comité permet donc de répartir les risques financiers entre plusieurs partenaires et si l'animé marche bien, tout le monde touche une part des bénéfices. Dans un comité de production, on retrouve plusieurs types d'entreprises et chacune a un rôle précis. L'éditeur, qui est souvent l'initiateur du projet, surtout si l'animé adapte un manga. Il veut promouvoir le manga et augmenter ses ventes. La chaîne de télévision ou la plateforme de streaming qui va diffuser l'animé. En échange, elle obtient les droits de diffusion et aide parfois à orienter le ton de la série pour toucher une certaine audience. Le studio d'animation, qui est l'équipe technique et artistique, qui ne finance pas toujours le projet mais réalise concrètement l'animé. Souvent, il reçoit un paiement fixe sans toucher de bénéfices directs sur les ventes. C'est pourquoi beaucoup de studios ont du mal financièrement malgré le succès d'un animé. La société de production musicale qui s'occupe des chansons d'ouverture et de fin. Elle finance souvent une partie du projet pour promouvoir ses artistes. La société de distribution qui s'occupe des produits dérivés comme les DVD, les Blu-ray, les figurines et c'est souvent là que se fait le plus de bénéfices à long terme. L'agence de publicité marketing qui gère la promotion, les bannières, les bandes annonces, les événements, etc. dont le but est de rendre l'animé visible et d'attirer le public. Évidemment, ce système a des limites. Le studio, à moins qu'il n'achète un siège au comité, ce que la plupart ne peuvent pas se permettre, à part des géants comme la Toei Animation, est un simple sous-traitant avec un minimum de mots à dire sur la créativité ou la planification et ne partage aucun revenu en aval. Les studios supportent tous les risques quotidiens sans aucun avantage et la plupart d'entre eux sont payés des honoraires de production fixes et ne partagent pas le succès de quelque chose qu'ils ont fait. Si une série explose, l'éditeur, la télévision, la musique, le comité font tout le profit et le studio se débrouille avec ses miettes. Le comité dicte presque tout ce qui régit la qualité, le budget, le calendrier, les effectifs, mais ils sont protégés par l'anonymat et par le titre de comité de production. Ça rend difficile pour les fans ou même pour beaucoup de membres du personnel de savoir qui a pris quelle décision. Donc, la colère publique se dirige par défaut vers la seule partie visible, le studio d'animation, à cause de décisions qu'ils n'ont pas prises et sur lesquelles ils ne pouvaient pas opposer leur veto ou avoir un impact. Le studio d'animation est forcé d'endosser tout ce côté négatif. Passer 6 mois sur un animé pour qu'il échoue terriblement pourrait détruire la plupart des studios. Cependant, si le travail sur lequel ils peinent et transpirent réussit, tout ce qui se passe, c'est qu'ils ne reçoivent pas de réaction négative, qu'ils peuvent travailler un autre jour. Il n'y a pas de bonus, il n'y a pas de récompense. Si un animé réussit, le comité de production arrive et prend la part du lion de la récompense financière qui se répercute sur les autres membres du comité. À la fin de la journée, la saison 3 de One Punch Man n'atteindra peut-être jamais les sommets de la première saison. Mais ce n'est pas que JC Staff ne s'en soucie pas. Contrairement à certains studios, ils peuvent encore retoucher certaines des scènes pour les sorties Blu-ray. Et même si l'animé ne se rétablit jamais complètement, nous aurons toujours le manga, dont les dessins de Murata sont toujours parmi les meilleurs que vous verrez jamais. En fin de compte, le système de comité de production répartit le risque financier, mais il centralise également le contrôle avec les investisseurs, obscurcit la responsabilité et refuse structurellement à la plupart des studios d'animé toute part des avantages. Ce système force les studios d'animation à prendre autant de travail qu'ils le peuvent, surchargeant leur personnel juste pour s'assurer que ce personnel a un emploi auquel revenir. Ça explique le sous-investissement chronique, les calendriers précipités et pourquoi les critiques frappent souvent le studio tandis que les décideurs restent confortables et hors de danger des critiques ou de toute autre forme de problème. Si au finish cette saison est ratée, l'un des arcs les plus aimés du manga, alors l'anime ne décevra pas seulement, il détruira de façon permanente sa marque. La saison 1 était une véritable bénédiction, la saison 2 était un avertissement, la saison 3, quelle que soit la direction qu'elle prend, est le tournant décisif.